nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie. He's already lost the war. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel entretien d'Hegemon, le 12e. Et j'ai à nouveau le plaisir d'avoir avec moi Karine Béché-Golovko. Bonjour. Bonjour Rachid, bonjour à tous. Merci d'être là au rendez-vous comme d'habitude. Alors on a de la matière, comme quoi il y a des pays qui ne perdent pas de temps. Alors récemment, il y a eu le report de la réunion de Ramstein qui devait se tenir le 12 octobre et qui devait réunir 50 pays, c'est-à-dire les pays qui soutiennent l'Ukraine. Et ça devait être une réunion historique puisque c'est la première fois qu'elle allait rassembler les chefs d'État. Or, il se trouve que Joe Biden, qui théoriquement, sur le papier, est encore le président des États-Unis d'Amérique, a décidé de reporter. En tout cas, c'est ce qui se dit, de reporter la réunion, prétextant la tornade qui se déroule, qui est passée par la Floride. Et donc, il est trop occupé à sauver les habitants de la Floride et à prétexter cela pour reporter la réunion. Sans pour autant envoyer Blinken, qui lui aussi a dit qu'il n'allait pas y aller, etc. Et en même temps, on a la tournée de Zelensky en Occident, qui va pour présenter son plan de victoire. Alors que pendant un certain temps, on parlait de plan de paix, de deuxième sommet de la paix, dans lequel il aurait aimé voir la Russie. Bon, là, ça a transmuté en plan de victoire. Et certaines mauvaises langues disent qu'il y a un lien entre les deux et que la visite vise à compenser l'annulation ou le report de la réunion de Ramstein pour chercher à obtenir le même résultat, c'est-à-dire plus de livraison d'armes, une autorisation pour frapper en profondeur sur le territoire russe. Et ces mêmes mauvaises langues disent que le report de la réunion de Ramstein exprime des pressions exercées par Washington sur Kiev pour les obliger à se mettre autour de la table, parce qu'à Washington, il a été décidé qu'entre novembre et janvier, le dossier ukrainien devait être clos définitivement et que l'Ukraine devait accepter de perdre des territoires. En tout cas, c'est ce qui se dit à Washington. Qu'en penses-tu ? Je ne sais pas si ça se dit à Washington, en tout cas, ça se dit dans certains médias où l'on dit que ça se dit à Washington. À mon avis, on peut quand même faire attention parce que là, nous sommes vraiment dans le métadiscours, c'est-à-dire le discours sur le discours et pas dans le discours direct. J'ai parlé des mauvaises langues, donc voilà. Officiellement. Elles sont mauvaises, elles sont bonnes, elles sont bon. En tout cas, c'est un discours qui est dit. Nous ne sommes pas dans les couloirs, nous ne sommes pas à côté des petits fours, donc on ne peut que analyser et voir ce qui semble probable ou peu probable. Quand on regarde objectivement la situation un petit peu, oui, en tout cas, le fait que Biden est annulé et que Blinken ait autre chose à faire est en soi effectivement un signal politique fort qui nécessite en tout cas d'être regardé, mais à mon avis, regardé sur le long terme parce que ça n'est pas un coup instantané maintenant. Nous sommes dans le cadre d'élections présidentielles américaines, dans le cadre d'un monde global, c'est-à-dire quand les élections ont lieu dans la capitale de ce monde retient son haleine. Donc là, aujourd'hui, toutes les périphéries, les campagnes du monde global, notamment la campagne européenne, retient son souffle et attend de voir quel sera le nouveau maître. Concrètement, soyons réalistes, même l'arrivée de Trump ne changera pas fondamentalement la donne. Ça va compliquer les choses, oui. Mais ça ne va pas radicalement changer la situation. Même quand Trump dit que il va résoudre la situation pour arriver à la paix, Trump, en tant que fervent défenseur de l'intérêt américain, ne prendra jamais une décision qui va conduire à ce que les États-Unis se retrouvent en situation de défaite.
Donc, là aussi, il me semble qu'il faut faire très, très attention quand on parle de paix, comme tu l'as dit, au sujet du plan de paix de Zelensky, qui tout à coup s'est transformé en plan de victoire par un glissement sémantique qui, en fait, traduit simplement la volonté politique réelle qui était derrière depuis le début. Donc, nous sommes toujours dans le cadre d'un conflit, un conflit qui dure. L'Union européenne, en bon petit soldat, reconduit encore pour 2 ans sa mission militaire en Ukraine, donc on n'arrête pas. Notre ami, le nouveau secrétaire général de l'OTAN, a fait sa petite tournée, sa première visite a été pour Kiev. Donc, l'on voit bien que la priorité reste toujours la guerre atlantiste contre la Russie menée sur le front ukrainien. Et lui-même a dit aussi, lorsqu'il était à Londres, en même temps que Zelensky, certainement un hasard du calendrier, il ne fallait pas avoir trop peur même d'une arrivée de Trump parce que globalement, il y a un intérêt atlantiste, il y a un intérêt global et seul Trump, de toute manière, ne peut pas faire tomber l'État profond qui est aux États-Unis. Ça, on l'a déjà vu lors de sa première présidence. Il peut compliquer sérieusement les choses. C'est pour ça qu'on voit une sorte de transfert vers l'Allemagne, de centre de gestion justement de ce conflit qui est existentiel pour le monde occidental et atlantiste, la question de la formation des Ukrainiens, de l'approvisionnement en armes, etc. Mais il n'y a pas derrière, à mon avis, de remise en cause. Or, notre ami président américain, non seulement est quand même pas dans un état fantastique, ça serait bien qu'il survive jusqu'à la fin de son mandat. Donc, effectivement, l'envoyer faire une petite balade à Ramstein, je suis pas sûre que ce soit forcément dans son état la meilleure chose à faire avec ce qui reste. Si c'est comme tu l'as dit, une réunion avec des chefs d'État, Blinken n'a rien à faire là-bas. Et que vont faire les vassaux si le suzerain n'est pas là? Donc effectivement, pour l'instant, c'est reporté sine die. Ça ne veut pas dire que la guerre soit arrêtée. À côté de ça, tous les signaux sont clairement lancés que le combat continue et qu'il n'y a strictement aucune raison pour que ça s'arrête. Après, l'on peut espérer effectivement qu'il y ait, on ne sait pas très bien pourquoi, un conflit entre la marionnette et le marionnettiste. Je ne sais pas quand dans l'histoire, une marionnette a-t-elle pu remporter sur le marionnettiste, si l'on sort des dessins animés, bien sûr. Donc, ce qu'il est quand même rare de voir dans la vie réelle, en tout cas, une marionnette couper d'elle-même ses cordes, puisque c'est une marionnette. Donc, si les États-Unis disent qu'il faut négocier, évidemment, ils vont négocier. Si tu permets, il y a certainement une marionnette, elle est à Kiev, mais peut-être qu'il y a plusieurs marionnettistes et qui ne sont pas toujours d'accord. Et que peut-être qu'à Washington, il y a des gens qui considèrent qu'il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire dans l'escalade et vis-à-vis de la Russie, et puis d'autres, peut-être un peu plus intelligents, qui voient très loin et à long terme, considèrent que le risque d'une escalade, d'une logique d'escalade, serait de pousser définitivement la Russie dans les bras de la Chine et d'avoir une alliance concrète entre les deux avec toutes les technologies militaires russes qui pourraient éventuellement passer, ne serait-ce que partiellement, du côté chinois. Et que peut-être il vaudrait mieux clore ce dossier et ramener la Russie, ou tenter de ramener la Russie dans le giron occidental, ou au moins dans un statut de neutralité, puisque l'ennemi véritable demeure la Chine à très long terme. Et que Zelensky et les gesticulations de Zelensky traduisent des fois les tensions entre les différents marionnettistes à Washington. Alors, qu'il y ait différents marionnettistes, ça, oui, je suis entièrement d'accord avec toi, et on le voit très bien que ce monde global, en quelque sorte, est divisé, si on fait très très simplement les choses, entre des radicaux globaux, des espèces de jusqu'au-boutistes, et d'autres qui sont quand même plus dans une conception de gouvernance quand même plus soft, et sans remettre en cause pour autant les piliers du monde global. Dans quelle mesure la Chine est cet ennemi réel, ou n'est-elle pas cet ennemi qui nous est vendu? Ça, personnellement, j'ai beaucoup de doutes parce que pour l'instant, la Chine a ce grand ennemi de la globalisation. C'est elle qui nous a vendu les mécanismes du Covid. Et qui nous a vendu notamment un mode de vie globaliste qui était pour le coup absolument défendu par les fanatiques globalistes que l'on trouve à Davos et ailleurs.
et a été montré en exemple avec ses parquages de population, avec ses QR codes, avec cette négation de l'homme dans son humanité à grande échelle. Donc déjà là, ça pose un petit problème dans le problème idéologique. Il peut y avoir des problèmes plus concrets, économiques, sectoriels, etc. Sur le plan idéologique, je suis pas sûre que la Chine soit un grand ennemi de la mondialisation, puisqu'en fait, elle le vit, elle le porte. L'autre aspect est que la Chine, cette grande industrie du monde global, puisque c'est là où quasiment tout est produit pour le monde global, elle a un intérêt existentiel à ce que la globalisation dure. En revanche, est-ce qu'elle n'aurait pas intérêt effectivement à renforcer sa position à l'intérieur de la mondialisation? Ça, c'est tout à fait possible. Mais je suis pas certaine que derrière l'on puisse réellement parler d'une capacité de puissance lorsque l'on n'a pas un modèle politique et civilisationnel qui puisse être universel. Or, le modèle chinois, ni politique ni civilisationnel, n'est exportable. Donc, à terme, on va dire que c'est une épine dans le pied de la globalisation, mais c'est une épine qui ne peut pas vivre sans le corps, parce que si on la sort du corps de la globalisation, cette épine, elle risque très fortement de dessécher. Et le monde global a aussi besoin de cette épine parce qu'il a besoin de produire ce qui le conforte. Donc, ici aussi, je sais pas. Par contre, le fait que il y ait, et je suis d'accord avec toi, cette volonté très très marquée de réutiliser les plans politiques et idéologiques pour essayer de ramener la Russie au sein de ce monde global, parce que à la grande surprise des instituts analystes occidentaux qui se sont royalement plantés, la Russie n'est pas tombée derrière lorsqu'elle s'est retrouvée exclue, bien au contraire. Donc là, ils se rendent compte qu'ils sont en train de mettre en place un exemple extrêmement dangereux, parce qu'ils sont en train de montrer à la face du monde qu'il y a une vie possible, normale, et qui se développe en dehors de leur système. Et ça, c'est une catastrophe pour beaucoup d'autres pays, bien au-delà de la Chine, parce que la Chine, elle, au contraire, elle a quand même franchement besoin du monde global. La question se pose pour d'autres pays d'Asie, la question se pose pour l'Afrique, pour l'Amérique du Sud. Et là, il y a réellement un danger civilisationnel de gouvernance qui se pose pour ce monde global. Alors, ça pourrait donner lieu à un entretien à part, parce qu'effectivement, la menace n'est pas la Chine en tant que telle, pour les différentes raisons que tu as évoquées, mais c'est l'alliance Russie-Chine. Parce que la Russie pourrait apporter ces suppléments d'universel qui manquent à la Chine, avec toute la dimension technologique militaire qu'elle pourrait apporter. D'où le fait qu'il voudrait au moins une neutralité de la Russie, en jouant, alors pas uniquement sur les plans idéologiques qu'il pourrait réactiver au niveau de l'élite russe, ça tu as raison de l'évoquer, mais également sur les antagonismes mis de côté ou latents actuellement entre la Russie et la Chine. Que la relation entre les deux aujourd'hui paraît au beau fixe, mais en réalité, il y a une telle asymétrie entre les deux, il y a des tensions qui ont été mises de côté qui pourraient être facilement réactivées. Après, c'est un autre débat, c'est l'alliance qui est en danger et pas la Chine. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi quand tu mets l'accent sur les tensions, et rappelons aussi, tant qu'à faire, que ces tensions sont historiques, elles ont toujours existé. Et c'est pour ça que personnellement, j'ai beaucoup de doutes quant à une réelle alliance à très long terme, stratégique de la Chine et de la Russie. La Chine et la Russie ont toujours pu développer des alliances tactiques, et elles se rejoignent effectivement sur un certain nombre de points. Je ne pense pas que réellement une alliance stratégique à long terme soit possible. En tout cas, jusqu'à présent, elle ne l'a jamais été. Et puis surtout que ce qui est vu comme une potentielle alliance du côté de Moscou est vu du côté de Pékin comme une vassalisation de la Russie par la Chine. Absolument. Ce qui, en fait, après est pris en compte et compris à Moscou, et de toute façon conduit de toute manière à une impossibilité. Ouais. Alors, parmi les gens qui gambadent un peu partout dans le monde occidental, il n'y a pas que Zelensky, il y a également Mark Rutte. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de parler du départ du précédent secrétaire général de l'OTAN, sur lequel Kiev comptait énormément, puisqu'il le voyait comme un soutien indéfectible à sa cause, et on a vu les différentes déclarations de Stoltenberg. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'évoque ce changement à la tête de l'OTAN? Et puis, deuxièmement, que cherche le nouveau secrétaire général de l'OTAN?
il fallait changer le moment arrivé. Et ça, je dirais que ça fait tellement longtemps que Stoltenberg est là qu'à un moment donné, ils sont obligés, tout système est obligé d'avoir un minimum de changement des visages, surtout quand il ne veut pas avoir de changement de ligne intérieure. Et ça, c'est une des grandes constantes, je dirais, de ces organes de gouvernance globaliste, hein, cette capacité de changer ponctuellement les visages. D'ailleurs, sans franchement changer le style, parce que je trouve qu'ils ont quand même un certain air de ressemblance, donc on garde ici aussi une certaine continuité esthétique. Hein. Mais en tout cas, il n'y a strictement aucune remise en cause de la ligne, et c'est l'essentiel. C'est-à-dire que les gens sont rassurés, il y a du changement, ça bouge. Il y a juste Van der Leyen, ils ont du mal à changer quand même, mais parce que quand même, trouver quelqu'un de ce gabarit-là, il va falloir chercher encore un petit peu. Mais en tout cas, pour Stoltenberg, ça y est, ils ont trouvé son petit clone, donc ils l'ont mis en place. Hein. Rappelons aussi que les mécanismes de nomination des secrétaires généraux de l'OTAN sont des mécanismes de soft power total, hein, sans aucune visibilité. Ce ne sont que des mécanismes de couloir. Et lorsque, à force de négocier à droite et à gauche, on arrive à un accord, dans ce cas-là, il est nommé. Donc, nous sommes aux antipodes total, hein, des modèles de soi-disant démocratie qui sont vendus justement par ces personnes hein, qui accèdent, elles, au pouvoir de manière absolument non démocratique. Hein. Mais ça, c'était juste une petite parenthèse. Sinon, la ligne est maintenue et la première visite officielle de Mark Rutte, ça a été pour Kiev, hein, justement pour dire que rien ne va changer et qu'il attend avec impatience ce jour merveilleux où l'Ukraine pourra rentrer dans l'OTAN. Amen. Donc, tout continue. Ensuite, il est allé aussi à Londres, où à Londres aussi, il a discuté pour rassurer sur le fait qu'il faut continuer cette guerre et que cette guerre est essentielle. Ensuite, il se promène en Belgique, il fait un saut en Allemagne. Enfin, il n'arrête pas de se promener parce qu'il doit rassurer tout le monde justement en disant que ce n'est plus Stoltenberg, mais c'est un peu comme avec Stoltenberg. Donc finalement, tout le monde peut être rassuré, tout va changer. Et de toute manière, si les choses devaient changer, ça veut dire que l'OTAN tomberait. Ça ne veut pas dire qu'il y aurait un changement de secrétaire général. Donc, je pense qu'il n'y a strictement aucune naïveté de ce côté-là, ni en Europe, ni en Russie d'ailleurs. Et la continuité a bien été posée. Après, moi, je me demande, c'est que déjà, je retiens deux idées, la continuité dans la ligne directrice et la continuité esthétique, qui me paraît extrêmement importante. Mais avec quoi vont-ils continuer? Parce que la première limite de l'Ukraine, sans parler de l'armement, de l'argent, des munitions, etc., c'est la limite démographique. Ils n'arrivent plus à recruter. On parle quand même d'une vraie hémorragie. Alors, l'indépendance de l'Ukraine, ils étaient 40 millions. Aujourd'hui, ils sont 28 millions. Là, c'est le meilleur des chiffres, même approximatifs. Alors, probablement 25 ou 24 millions. La plupart des gens ont fui le pays bien avant la guerre, pour des raisons économiques, aller chercher un travail. Et puis, avec la guerre, il y a plusieurs millions de personnes qui sont parties. Et en Pologne, récemment, ils ont créé un camp d'entraînement pour les volontaires ukrainiens qui voudraient revenir en Ukraine pour combattre. Il y a eu 0 personnes venues pour s'entraîner. Avec quoi ils vont combattre? Je veux dire, à un certain moment, il y a quand même une lucidité au niveau des états-majors. Ils voient bien que l'Ukraine n'arrivera plus à tenir le front pour des raisons tout simplement d'incapacité de recrutement. L'armement, c'est beau, mais il faut des soldats pour tenir le front. Alors là, je suis entièrement d'accord. Il y a un problème. On ne dit pas non plus que toutes les décisions qui sont prises sont toujours prises de manière rationnelle. Il me semble que si les élites politiques étaient toujours rationnelles, on aurait extrêmement rarement des conflits armés. Or, justement, c'est le côté irrationnel, et quand ce côté irrationnel domine, que l'on tombe dans des guerres qui sont absolument ravageuses. Et là, c'est le risque. Alors, à court terme, il y a effectivement plusieurs paramètres. Tout d'abord, une partie en tout cas des Ukrainiens qui sont actuellement de manière légale dans les pays européens ou occidentaux le sont soit sous visa, soit sous titre de réfugié. Un titre de réfugié, c'est pas éternel, c'est pas à vie. Et il y a de très sérieuses discussions actuellement, justement, pour le remettre en cause. Les visas sont de plus en plus difficilement renouvelés pour les Ukrainiens en Occident. Donc, effectivement, déjà,
les Occidentaux sont en train, petit à petit, assez discrètement, mais assez fermement, de renvoyer les Ukrainiens chez eux. Pour la simple et bonne raison que les élites occidentales, même si elles sont soumises, ont très bien compris que l'alternative est assez limitée. Soit ce sont les Ukrainiens qui vont se battre, soit c'est les populations européennes d'abord, et ensuite on élargit. Et pour l'instant, les armées européennes ne sont pas dans un état, on va dire, de combativité extrêmement apte à mener une guerre traditionnelle de haute intensité. Et les populations ne sont absolument pas du tout prêtes à cela, parce qu'après 30 ans de wokisme et de dégradation, il reste pas grand-chose quand même dans le cerveau. Surtout que, en plus, ceux qui se mettent à réfléchir se demander pourquoi on doit y aller, puisque de toute façon, la France n'est pas territorialement en danger, l'Allemagne n'est pas en danger, l'Italie n'est pas en danger. Pourquoi ces gens doivent-ils aller défendre l'intérêt supérieur, globaliste, atlantiste, quelque part sur le front ukrainien, avec des noms de villes qui pour eux sont absolument imprononçables, ils savent même pas où ça se trouve. Donc, à part la ville de New York en Ukraine. Voilà, ça parle vite de New York en Ukraine. Qui a été capturé par les Russes d'ailleurs, libéré. Est-ce un signe du destin? D'ailleurs, on a vu des titres, l'armée russe entre à New York. Voilà. C'est assez drôle. Donc, en attendant, ça fait pas du tout rire en Occident parce qu'ils comprennent effectivement bien que derrière, il va y avoir un problème. Mais là, nous en arrivons à deux paramètres. Un, c'est la question aussi du rapport. Et la Russie non plus n'est pas actuellement, n'a ni la volonté, et je ne suis pas certaine qu'elle ait la capacité aussi de mobiliser en masse. Donc, elle a moins de pertes que l'Ukraine, mais elle a une capacité réelle derrière de mobilisation de la population qui n'est pas non plus sans limite, parce que elle aussi a bouffé pendant 30 années de wokisme. À la différence de l'Europe, ça a été moins profond, ça a été beaucoup plus superficiel, et la population, une grande partie en tout cas, est en train d'en sortir. Mais ça a quand même fait des dégâts aussi, et tu as une bonne partie de la population aussi qui trouve, qui soutient, etc., qui y a pas de problème, tant que ça la concerne pas personnellement. Il faut être absolument réaliste aussi. Tout le monde n'a pas forcément envie d'envoyer ses enfants sur le front. Surtout dans les grandes villes. Après, le principal vivier de recrutement, c'est dans la périphérie, principalement, dans les régions plus pauvres. Absolument, ouais. Et ensuite, l'autre chose, c'est que c'est pas l'Ukraine qui se bat là-bas quand même. C'est l'Ukraine, elle se bat contre cette coalition d'une cinquantaine de pays qui est formalisée à Ramstein, on a vu, mais ce n'est pas parce que la réunion n'a pas eu à Ramstein que la coalition a explosé. Donc, si petit à petit, la France s'y prépare, la Grande-Bretagne s'y prépare, commence à envoyer chacun, entre guillemets, des instructeurs réguliers, de l'armée régulière de ces États. Je ne suis pas certaine que la Russie va réagir contre Paris et Londres, parce que pour l'instant, on peut dire que la réaction de la Russie est d'une patience qui confine presque un peu au manque de volonté politique. Et deuxièmement, la Russie n'a pas envie de provoquer d'un coup d'un seul un conflit à grande échelle. Donc, pour l'instant, malheureusement, côté ukrainien, il y a encore de la marge parce que ceux qui prennent la décision, qui ne sont pas en Ukraine du tout, se moquent éternellement de savoir s'il restera encore 2 ou 3 Ukrainiens à la fin de ce conflit. L'essentiel est que la Russie tombe. Et ceux qui prennent ces décisions ne sont malheureusement pas en Europe non plus. Ils sont assez loin. Ils ont un océan derrière eux. Et s'il y a une décision à prendre, c'est d'abord les Européens qui vont devoir aller prendre les armes. Est-ce qu'il y aura à ce moment-là un réveil de la population européenne? Est-ce qu'à ce moment-là, il y aura une espèce de taux de survie de ces élites européennes? On peut espérer, mais on peut aussi en douter. Donc, nous sommes quand même dans une phase qui est extrêmement dangereuse, que comme tu l'as dit, on sort petit à petit en fait du rationnel. Et le problème, quand on sort du rationnel, c'est là où il y a un véritable risque, parce qu'il y a ce risque d'une fuite en avant pour couvrir l'irrationnel quand le but à atteindre doit être atteint à n'importe quel prix. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir dans quelle mesure pour ces personnes, faire tomber la Russie, ça ne devient pas un but à atteindre à n'importe quel prix, c'est-à-dire à notre prix, à nous. Après, quand bien même il réussirait à
à renvoyer tous les Ukrainiens d'Europe vers l'Ukraine, j'imagine même pas leur niveau de motivation quand ils seront envoyés au front. Je veux dire, déjà que ceux qui n'ont pas quitté, on voit très bien que beaucoup combattent malgré eux. D'ailleurs, récemment, des démineurs russes ont exhumé plusieurs dizaines de mines anti-chars placées par les Ukrainiens, et aucune de ces mines n'avait été activée, n'avait été armée. Parce que les Ukrainiens en ont tout simplement marre, et que peut-être il y a des soldats qui sabotent leur propre camp parce qu'ils ne croient plus à cette guerre, et peut-être qu'ils ont compris qu'on leur a menti depuis le début sur les vraies motivations de cette guerre. Oui. Et le front est en train de s'effriter un peu partout. Voilà, mais maintenant, il faut quand même pas tomber non plus dans la propagande inverse, qui depuis à peu près 2 ans et demi nous dit qu'en Ukraine, il n'y a plus personne pour se battre, que personne ne veut se battre en Ukraine, et que tout le monde est en train de se rendre ou de partir. Parce que pour l'instant, pour des gens qui ne veulent pas se battre, qui sont tous partis, ils tiennent quand même encore plus ou moins le front. Si l'on en croit les propos de l'armée russe, seulement 50% du territoire occupé par eux à Koursk a été repris depuis l'été. Donc pour les personnes qui ne veulent pas se battre et qui sabotent, je trouve qu'ils s'y accrochent quand même beaucoup. Après, Karine, il faut également mentionner que à Koursk, il faut faire attention quand même, pas tomber d'un extrême dans l'autre non plus. Non, je suis d'accord. Mais il faut quand même faire attention. Non, il y a des deux. Seulement, juste pour nuancer un peu, il faut quand même rappeler qu'à Koursk, l'armée ukrainienne a envoyé ses meilleurs éléments, et notamment les plus radicaux. Et c'est pas forcément représentatif de tout le front. Après, effectivement, il y a des unités qui se battent très bien du côté ukrainien et qui tiennent le front. Et puis, on voit que sur d'autres côtés ou régions du front, c'est en train de s'effriter littéralement. Pas forcément par manque de soldats, mais tout simplement parce que, après, ça dépend. Il y a des gens qui sont obligés, il y a des gens qui vont volontairement. C'est bien de nuancer, de dire que c'est pas la même chose de manière uniforme tout au long du front. Mais après, il faut oublier que l'Ukraine n'a pas les mêmes moyens de rotation de ses troupes, et qu'il y a des soldats qui sont depuis 6 mois, même davantage sur le front, sans qu'il y ait eu de rotation, qu'il y a la fatigue mentale, la fatigue psychologique qui joue également, même s'ils sont convaincus par leur cause. Après, on verra. L'avenir nous dira si le front va définitivement s'effondrer ou... Alors maintenant, l'autre volet, un peu plus économique, mais également théorique, du point de vue de la philosophie du droit et de la question du libéralisme. Alors, il y a la commission du Parlement européen qui a récemment décidé de prêter de l'argent à l'Ukraine, je crois 30 milliards, si je ne me trompe pas, ou moins. Et la contrepartie ou la garantie de ce prêt sera les actifs russes gelés en Europe. Bien sûr, on n'a pas demandé son avis à la Russie. Alors, pendant très longtemps, on parlait de confiscation, littéralement, de ces actifs-là, pour les donner à l'Ukraine, pour la reconstruire. Aujourd'hui, peut-être qu'on a nuancé un peu, on parle plus de confiscation littéralement, mais on parle de garantie, utilisation comme une garantie. Alors, qu'en penses-tu, Karine? Non, juridiquement, c'est très intéressant. Alors, tout d'abord, parce qu'en fait, on est passé de la notion de confiscation à la notion de gel, c'est-à-dire que juridiquement, la Russie garde le droit de propriété sur ses actifs, déjà. Ensuite, nous avons glissé de la question de l'utilisation des actifs même vers la question de l'utilisation du produit des actifs. En droit civil, le droit de propriété s'étend en fait du bien principal au produit de ce bien. Ça change rien. C'est pas parce que c'est le produit qu'il y a moins d'atteinte au droit de propriété que si vous touchez le bien principal. Mais on va dire que l'Union européenne essaie quand même un minimum de faire semblant d'essayer de regarder un petit peu les apparences, parce qu'on rappellera quand même que la sacralité du droit de propriété, c'est sur quoi s'est fondée l'Europe occidentale. C'est le droit de propriété est sacré dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, et c'est cette espèce de revanche libérale sur l'Ancien Régime qui a voulu justement à ce moment-là protéger les biens privés contre les exactions à l'époque imputées au roi et à son entourage. Donc, nous sommes dans un processus de négation totale des fondements même sur lesquels s'est construit l'Europe occidentale. Et ça, c'est intéressant. En fait, ce qui est proposé actuellement par la Commission, on notera aussi qu'il s'agit de la Commission du commerce international du Parlement européen, c'est d'octroyer un prêt qui n'est pas affecté
d'un montant de 35 milliards, je crois, à l'Ukraine. Alors cela s'inscrit dans le cadre des accords qui avaient été passés dans le cadre du G7, selon lequel les pays, les membres, s'engagent à accorder un prêt allant jusqu'à 50 milliards de dollars pour l'Ukraine. Donc ce prêt n'est pas affecté. Il est absolument impossible à rembourser puisque l'Ukraine n'a plus aucun revenu. Donc, les pays occidentaux ont trouvé la bonne solution. Ils vont se rembourser sur le dos des biens de la propriété publique russe. Donc maintenant, on va essayer d'imaginer ça au niveau des gens, des habitants. Imagine que tu veuilles acheter une maison. Tu vas à la banque, tu vas demander un prêt à la banque. Et la banque sait que tu es absolument insolvable, mais elle t'aime bien. Et elle comprend qu'elle veut absolument te soutenir parce que tu fais partie des personnes qu'elle doit soutenir. Qu'elle dit, OK, il n'y a pas de problème parce que dans notre banque, il y en a un autre aussi. On a un autre client. Lui, il est vraiment pas sympa du tout. Donc, c'est simple. En fait, je te donne l'argent à toi et je me rembourserai sur lui parce que lui, il est pas sympa et toi, tu es sympa. Et donc, c'est exactement ce qu'est en train de faire, mais de façon extrêmement sérieuse, l'Union européenne avec le droit de propriété. Pour l'instant, avec la Russie, mais en général, de toute manière, c'est une atteinte fondamentale portée au droit de propriété. Donc, à mon avis, ça va quand même très, très sérieusement faire réfléchir en dehors même de la Russie parce que nous sortons ici du droit normal et l'on rentre dans ce qu'on appelle le droit de l'ennemi. C'est-à-dire que il y a soi et pour les siens, on a les règles de droit habituelles. Et il y a l'autre. L'autre est en dehors des règles de droit habituelles, c'est l'ennemi. Donc cela justifie qu'il n'y ait aucune garantie habituelle et normale, ni juridique, ni juridictionnelle, qui ne lui soit applicable. Il ne peut pas le revendiquer. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Maintenant, la question de savoir est quels sont les ennemis de ce monde global. Aujourd'hui, c'est la Russie. Et qui ne va pas dire, demain, ce peut être l'Inde, par exemple, ça peut être d'autres pays, d'autres régions du monde. Et dans ce cas-là, c'est tout le système financier européen qui va s'écrouler. Effectivement, les pays du Golfe, la Chine, enfin tous les pays qui placent leurs capitaux, leurs excédents commerciaux au niveau des marchés financiers, mais pas que européens et américains, devront se poser la question. D'ailleurs, en parlant du libéralisme, et tu as évoqué la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, mais également celle de 92. Alors, dans les deux déclarations post-révolutionnaires, parmi tous les droits évoqués, le droit à la vie, à la libre circulation, liberté d'expression, le seul droit qui est évoqué comme étant sacré, littéralement, c'est le droit à la propriété, qui est inviolable et sacré. Donc c'était le droit le plus important de tous les droits, ce qui nous ramène à la question que c'était une révolution bourgeoise davantage qu'une révolution démocratique. Et aujourd'hui, même cela est en train d'être sacrifié au nom d'un nouveau totalitarisme qui ne dit pas son nom et qui va de plus en plus vers une logique de planification économique par les marchés financiers qui dictent leurs lois aux élites économiques. Karine Béché-Golovko, je crois qu'on a fait le tour des événements les plus importants. Tout à fait. Merci infiniment et rendez-vous très prochainement pour un nouvel entretien. À très bientôt.